En cette fin d'année, les pompiers distribuent leur calendrier. Mais savez-vous d'où vient cette tradition? Réponse à la fin de cette édition. Dans ce magazine, nous découvrirons également que le fleuve la Garonne produit désormais de l'électricité, une innovation qui devrait à l'avenir s'exporter vers d'autres pays. Mais avant, on débute avec une initiative originale pour désamorcer les petits conflits à l'école. Au Havre, un collège a nommé des élèves médiateurs, une méthode qui porte ses fruits. Chaque jour, Julie Godet doit gérer 350 élèves dans son établissement et presque autant de petits et grands tracas. Pour régler les conflits mineurs, la conseillère principale d'éducation a choisi de se faire aider. Il y a une compétition qui s'est installée un petit peu entre Athénaïs et Bilal. Et au dernier cours de mathématiques, Athénaïs s'est emportée. Cet accrochage dans une classe de 6e va donc être pris en charge par ces deux élèves médiateurs. Une des premières missions qu'on nous confie, c'est d'amener les élèves à fonctionner en autonomie. Et c'est vraiment leur montrer que s'ils prennent le temps de discuter, ils sont capables de trouver ensemble une solution à leur conflit sans forcément l'intervention de l'adulte. Quel était l'objet du conflit? C'était de la violence, des insultes, autre chose? Il m'avait mal parlé. À tour de rôle, Athénaïs et Bilal sont reçus pour donner leur version des faits. J'ai haussé un petit peu le ton. Ça, je l'avoue, c'est la vérité. Entre les deux parties, le dialogue est ouvert. Chaque remarque est notée sur la fiche de médiation et dans la plupart des cas, une solution est trouvée. Vous n'avez pas une solution? Excuse-moi. Excuse-moi aussi, je me suis peut-être énervée facilement. On peut parler plus librement qu'avec des adultes. On peut vraiment expliquer dans les détails et tout sans avoir peur des adultes ou de ce qu'ils peuvent nous dire après. De la 6e à la 3e, 12 élèves au total ont été formés à cette médiation. Ismaïla et Cassandra ont déjà 3 ans d'expérience derrière eux. Du coup, ils se sont excusés et ils continuent ils se reparlent comme avant en fait. Je trouvais ça intéressant parce que j'avais jamais essayé de faire ça dans ma vie. Du coup, je me sens plus responsable. L'an dernier, une trentaine de conflits a été résolus grâce à cette méthode, reconnue par l'Éducation nationale. Des repas végétariens une fois par semaine à la cantine. C'est l'un des objectifs de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. À Limoges, c'est déjà d'actualité. Le lundi, les enfants des classes de maternelle et de primaire ne mangent pas de viande. C'est très bon. Du haut de ses 6 ans, la petite belle se régale au menu de la soupe et pour remplacer la viande, des œufs à la florentine. Goûte, ceux-là, ils sont à la béchamel, ils sont bons. Un déjeuner diversement apprécié. Moi, je préfère le riz avec la viande. Mais dommage qu'il n'y a pas de viande. Tu préfères les légumes ou la viande? La viande. En fait, les légumes. Moi, dans ma famille, on mange pas trop de viande. Sous les épinards, les œufs sont mollets. La préparation demande donc beaucoup de précision avec un zeste d'imagination. Cuisiner sans viande impose de nouvelles recettes. On travaille plus de légumes, plus de choses. C'est une façon différente de travailler les légumes en fait. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc on les agrémente différemment avec du fromage, avec ce genre de choses. Pour essayer que les enfants le mangent au mieux. Steak de quinoa, ravioles, de fromage, gratin de légumes. Chaque lundi apporte sa diversité. Une éducation au goût, estiment certains parents. Si ça peut leur faire goûter autre chose que ce qu'ils mangent d'habitude, pourquoi pas. Donc si c'est équilibré, franchement, j'ai pas tout à en faire là-dessus. On utilise bien sûr beaucoup de légumineuses, de céréales. On apporte les protéines d'une autre façon. Bien sûr, on s'autorise tout ce qui est fromage, produits laitiers, etc. Et puis, on a un équilibre qui est aussi calculé sur toute la semaine. Le lundi restera le seul jour sans viande afin d'apporter de la variété à chaque repas. Produire de l'électricité grâce à la puissance des fleuves. À Bordeaux, une entreprise a imaginé et installé une hydrolienne sur la Garonne, une innovation qui devrait s'exporter au-delà de nos frontières. C'est une affaire de courant, celui de la Garonne d'abord, celui du réseau électrique ensuite. Immergée sur la rive droite de Bordeaux, cette hydrolienne produit une énergie propre et consommable.
La société bordelaise a testé son concept pendant plus d'1 an au pied du pont d'Aquitaine. Et depuis 1 mois, un nouvel essai permet de rendre ce système compatible avec le réseau EDF. On est parti de l'hydrolienne qui produit l'électricité jusqu'au consommateur et jusqu'à la prise électrique dans les bureaux de l'atelier et dans les bureaux du plateau technique. La lumière, le chauffage et les ordinateurs des 5 salariés d'Hydrotube Énergie sont ainsi alimentés par le courant de la Garonne. Il a fallu des années d'études et plus de 600 000 € d'investissement pour développer le concept à Bordeaux. Désormais opérationnel, le système peut être distribué. La jeune entreprise bordelaise vise les pays en développement d'Amérique du Sud ou d'Afrique subsaharienne. Avec 8000 heures par an, on produirait 160 MWh. 160 MWh, ça alimente une communauté de 300 à 3000 foyers sur le continent africain. Donc c'est considérable, c'est plus de la pico-électricité, on s'attaque à des marchés, à des communautés entières. Les clients sont des industriels, des ONG ou des États. La fabrication et le transport de l'hydrolienne sera facturé entre 200 000 et 300 000 €, mais l'entreprise bordelaise l'assure, l'électricité produite sera 2 fois moins chère que l'énergie solaire. Et pour terminer, comme les facteurs, les pompiers distribuent en ce moment leur calendrier. Mais d'où vient cette tradition? Voici quelques éléments de réponse avec notre équipe de France 3 Limoges. Journée un peu spéciale à la caserne. Toutes les photos du calendrier 2018 doivent être prises en quelques heures. Salariés, étudiants, auto-entrepreneurs, les sapeurs-pompiers sont ici tous volontaires. Alors il ne faut pas traîner. Regarde un peu dans cette direction-là, s'il te plaît. Merci. C'est parti pour la scène du mois d'avril. Rappelons que le calendrier n'est pas vendu mais offert, à charge pour chacun de donner ce qu'il veut. Une tradition depuis 1946. Ces sapeurs-pompiers, bien évidemment, prenaient des risques, avaient des blessés, malheureusement des morts. Et donc, par solidarité vis-à-vis des familles, les sapeurs-pompiers se sont organisés donc dans les caisses de secours. Et c'est encore le cas aujourd'hui, puisque ça n'est plus les caisses de secours, mais les amicales financent les assurances complémentaires pour les sapeurs-pompiers. Autre centre de secours, Limoges. Le photographe choisit cette année de mettre en scène les sapeurs-pompiers avec leurs enfants. Même si certains sont volontaires, ils sont ici essentiellement professionnels. Un métier donc, avec une présence obligatoire à la caserne. On monte des gardes postés au sein du centre de secours. Quand il n'y a pas d'intervention, on est entre nous, on partage. Tous les fonds récoltés par ces calendriers, par les dons de la population, servent à financer les repas qu'on fait le soir de Noël, de la Saint-Sylvestre et le repas de la Sainte-Barbe. Le calendrier n'est donc pas un produit dérivé du corps des sapeurs-pompiers, mais un lien avec la population. Votre geste est donc à vocation sociale et pas commerciale.